mais il y a quand même des nouveautés intéressantes. Donc pour finir sur l'examen du nerf optique, on va un peu plus loin encore avec Cédric Lamirel. Merci Cédric. Merci. Alors, mes conflits d'intérêts. Alors, je vais être assez simple parce que bientôt c'est l'heure de la pause, vous devez avoir faim. Alors, quand c'est que je demande une imagerie neuro-off, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passe derrière la lame criblée? Antoine l'a montré, on peut la traverser maintenant, ce qui est nouveau, mais derrière, c'est encore le domaine de l'inconnu. Alors, forcément, c'est après un bilan de glaucome, c'est-à-dire après tout ce que vous avez appris cette matinée, c'est pas je vois un artefact d'OCT du rouge, cette fameuse maladie du rouge, et je fais l'IRM, ça ne va pas vous sauver. C'est après un bilan complet, tout ce qu'on vous a dit, en particulier la gonio, parce que souvent, il faut être honnête, c'est dans le glaucome à pression normale, mais pour moi, le glaucome à pression normale, il est normal le jour, mais élevé la nuit jusqu'à preuve gonioscopique du contraire, comme dirait Jacques. Une fois que j'ai fait mon bilan, il y a deux situations. Soit j'ai aucun doute que c'est un glaucome, et je n'ai pas besoin d'une IRM. C'est la seule neuropathie optique pour laquelle un ophtalmo ne demande pas d'IRM, c'est quand il est certain que c'est un glaucome. Mais si j'ai le moindre doute, je vais demander mon IRM. Et après, dans un deuxième temps, c'est bon, j'ai bien un glaucome, mais je ne comprends pas pourquoi il me fait un glaucome de telle manière. Soit parce qu'il n'y a pas de pression, soit parce qu'il n'y a pas de pression et c'est qu'un seul côté, soit même il y a de la pression des deux côtés, mais il fait le glaucome que d'un côté, j'aime bien comprendre. Donc, si je n'arrive pas à tout expliquer par la PIO, je vais aller parfois jusqu'à l'IRM. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous avez vu, dans les études, c'est entre 5 et 15% de diagnostics de glaucome erronés qui sont redressés par l'imagerie. Alors, on peut débattre si 5% c'est assez pour justifier une IRM. Si c'était mon papa, je lui prescrirais. Et puis, il y a la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximal qu'on n'aime pas en médecine parce que c'est le patient pour lequel il y avait un petit doute, mais vous ne l'avez pas fait, qui aura une compression, une autre pathologie. Et si vous avez eu un doute, pensez bien qu'un autre ophtalmo aura un doute. Ou même le patient, s'il a vu votre doute, va demander à son médecin traitant une IRM, et si elle revient avec une compression, voilà. Donc c'est éminemment contingent. Je ne peux pas vous dire dans quel cas il faut faire, c'est en fonction de votre expérience, des gamelles que vous avez eues juste avant. Hein, quand vous faites avoir une fois, vous êtes plus attentif les prochaines fois. Ça dépend du patient, de la pression qu'il vous met pour aller jusqu'au bout de la démarche diagnostique. Mais on a une obligation de moyens. Il y a une autre cause de demande, c'est quand on a un glaucome secondaire qui oriente vers une pathologie qui nécessite une imagerie neuro-ophtalmo. Ici, une dilatation tête de médius des vaisseaux. On cherche une fistule pour expliquer l'hypertonie. On ne la trouve pas à l'IRM, on est allé jusqu'à l'artériographie, on ne l'a pas trouvée, elle s'était résolue. Il n'y a plus de pression dans le système veineux, c'est juste des varices, c'est dilaté, ça restera comme ça. Mais on peut l'opérer si besoin, ça ne va pas saigner plus que ça. Ensuite, quelle imagerie? Toujours l'IRM. Ne faites pas de scanner, c'est irradiant et c'est faussement positif. Et en plus, on doit l'injecter. Vous avez vu, ça a mal tourné avec un acteur l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc vraiment l'IRM. Le scanner, il est réservé aux seules contre-indications posées par le neuroradiologue. Et elle doit bien être faite par un neuroradiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude du cerveau et de l'orbite. Comment savoir ça? Si vous voyez ces coupes, c'est des coupes fines en plan coronal. C'est très pratique pour nous parce qu'on commence par le segment antérieur de l'œil et puis on recule et puis on reconnaît ces structures et on peut suivre le nerf optique tout le long dans le canal optique, arriver jusqu'au chiasma. Donc c'est un petit exercice, mais apprenez à les lire parce que on peut vérifier que l'IRM est de bonne qualité et puis surtout l'observer. Et il y a une règle très simple, la symétrie entre les deux yeux est toujours suspecte. Donc les coupes coronales fines, voilà, c'est à peu près ça. Si vous avez une coupe coronale sur le cristallin et puis une au fin fond de l'orbite, c'est pas assez fin. Les séquences, il faut du T2 qui est ici. Donc le T2 c'est anti-anatomique, la substance blanche est grise et la substance grise est blanche. Et le liquide LCS c'est blanc. Et donc on suit le nerf optique. Et quand elles sont assez fines, il n'y a pas de souci, on le suit jusqu'au bout et on voit que rien ne le comprime, en particulier en arrivant par ici. Et puis la deuxième séquence, c'est l'équivalent d'un T1 Gadoff avec suppression du signal de la graisse. Pareil, comme c'est coronal, on sait à peu près bien repérer l'anatomie. On voit les muscles, le nerf optique est au milieu. S'il commence à briller autant que les muscles, il y a un problème, un méningiome, une prise de contraste. Alors, dans quel but? Éliminer la compression à cause de la loi de Murphy.
et parce que, comme ophtalmo, je ne vois que la lame criblée, le premier millimètre, 2 mm même du nerf optique. Il y a 5 cm derrière qui font que 4 mm d'épaisseur à peu près. Il faut une IRM pour le voir. Quand on a une neuropathie optique, pour comprendre ce que c'est, il faut voir le nerf optique. Et le nerf optique, il n'y a que l'IRM qui va le voir. Qu'est-ce qu'on va chercher à éliminer? Cette fameuse compression, parce qu'on peut l'opérer ou la traiter et redonner de la vision. Et plus rarement, une prise de contraste du nerf optique, c'est-à-dire une inflammation ou une infiltration qu'on va devoir traiter. Ne vous alertez pas si votre neuroradiologue répond hypersignal T2 et ou atrophie du nerf optique et ou du chiasma. C'est possible dans le glaucome, dans toute autre neuropathie optique. Ce n'est pas spécifique ni de la névrite optique ni du glaucome. Et voilà, ce qu'il faut vraiment essayer d'éliminer, c'est ça. C'est des patients qui ont une compression qui est très facilement opérable. Un adénome, par voie endonasale, ça peut se faire même chez des patients assez âgés et fragiles. Et surtout, ça peut récupérer, si on lève la compression à temps, on peut redonner de la vision, ce qui est rarement possible dans le glaucome. Et comme vous avez vu ici, ça creuse, ça escave. Parfois, on voit la pâleur, comme ici, mais pas toujours. Et si on arrive assez tôt, on peut redonner de la vision. Ici, la prise de contraste, vous voyez, ça c'est le côté sain, et ça brille autant que les muscles, donc une inflammation-infiltration. Voilà, ce fameux hypersignal du nerf optique qui n'est pas spécifique du névrite optique. Ici, c'est un authentique glaucome, alors on est en T2 flair, mais ça reste du T2, et il est en hypersignal. Et puis ici, une neuropathie optique, mais qui est secondaire à une rétinopathie diffuse, une OACR. D'accord, elle est secondaire, la neuropathie optique, et elle donne une atrophie, un hypersignal du nerf optique. Donc, ce n'est pas spécifique, et un radiologue qui n'est pas expert va vous dire peut-être éliminer une névrite optique ou une sclérose en plaques. D'accord? Donc, vous ne laissez pas piéger. Si votre doute diagnostique, c'est une compression, une prise de contraste, l'hyper T2, il n'y a pas de problème, ça va bien avec le glaucome. Et cet hypersignal T2, en fait, il s'interprète qu'en fonction du fond d'œil. Si votre nerf optique est atrophique au fond d'œil ou à l'OCT, c'est un hypersignal de gliose, d'atrophie non spécifique. Si par contre vous êtes à la phase aiguë d'une neuropathie optique où il n'y a pas d'atrophie ni à l'OCT ni au fond d'œil, voire même un œdème, là c'est un hypersignal d'œdème. D'accord ? Donc on doit interpréter un hypersignal T2 en fonction de son fond d'œil et de l'OCT. Ensuite, le dernier intérêt de l'IRM pour moi, c'est aussi le bilan vasculaire de mon glaucome. Alors, Antoine l'a abordé, je ne vais pas aller plus loin, hormis de dire, pour moi, c'est une maladie des petites artères plutôt que des gros troncs. La maladie des gros troncs, c'est l'OACR ou l'OBACR avec des emboles. Les petites artères, soit il faut aller à l'holodoppler ou l'OCT angio, soit il faut chercher autre chose que la carotide. Et pour moi, je vais aller chercher cette maladie des petits vaisseaux ailleurs, puisque je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, je vais aller voir le cerveau, puisque le nerf optique, c'est un bout du cerveau qui s'est invité dans l'œil. Et donc, mon bilan de GPN, mon bilan vasculaire du glaucome à pression normale ou normalisée, c'est l'IRM qui va me le faire. Comme elle est orbitaire et cérébrale, je vais avoir une analyse de la maladie des petits vaisseaux du cerveau. Alors, il y a deux types de maladies. Il y a ce qu'on appelait avant la leucoariose, les hypersignaux vasculaires de la substance blanche. C'est ces petits points blancs qu'on appelle phasé-case 1, qui finissent par se confluer les uns autour de l'autres phasé-case 2, voire même faire des grandes plages symétriques phasé-case 3. Le 1, c'est probablement pas très pathologique. J'ai fait des IRM recherche, j'ai déjà quelques hypersignaux à 50 ans. L'IRM 3T a permis d'en découvrir beaucoup, donc on n'est pas sûr que ça soit réellement pathologique, mais plutôt un signe du vieillissement ou de migraine. Mais le 2 et 3 est pathologique et nécessite une intervention d'un neuroradiologue. Vous avez ici un microsaignement, ici un infarctus silencieux, ici une dilatation des espaces de Virchow. Tout ça, le neuroradiologue doit vous le dire. Tout ça, ça nécessite aussi une intervention d'un neurologue vasculaire pour régler les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc en fait, mon IRM, elle élimine les compressions parce que je ne veux pas passer à côté, plus rarement les prises de contraste, et elle me fait mon bilan vasculaire, et surtout, elle va m'aider à avoir ce bilan vasculaire. Parce que quand j'ai un phasé-case 2 ou 3, des lacunes, des microsaignements, j'envoie mon patient au neurovasculaire et il va me voir, mon patient, sans urgence, mais il va me régler tous les bilans cardiovasculaires, tous les facteurs cardiovasculaires. Si c'est du phasé-case 1 ou qu'il n'y a pas de MPAC, je préviens juste le médecin traitant pour qu'il fasse son boulot standard de détecter, dépister, traiter les facteurs de risque habituels.
Si vraiment vous croyez que le glaucome peut être une manifestation de la pathologie des gros vaisseaux, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune étude qui démontre que ce n'est pas ça. Mais votre bilan devrait être aussi l'IRM. Pourquoi? Imaginons que vous pensez qu'une sténose serrée d'une carotide du même côté que votre glaucome unilatéral est la cause. Ben, pas forcément, du fait du cercle de Willis, il peut y avoir une reprise en charge de cette carotide même complètement bouchée par le cercle de Willis. Comment étudier le cercle de Willis? C'est certainement pas par l'écho-doppler des vaisseaux du cou. C'est à nouveau par l'IRM et l'angio-IRM qui va vous faire ce bilan pour vous dire si votre sténose est réellement significative sur la vascularisation de la tête du nerf optique. Donc à nouveau l'IRM, voire l'angio-IRM avec l'IRM si vous avez besoin. Et voilà, merci. Merci.